Ouais, allô? Oui, allô Benoît. Oui, dis-moi, j'ai besoin de tes conseils là pour fabriquer un bon bateau et aller explorer le monde. Construire un bateau? Ouais, pas de souci. Ouais, ouais. Attends, je te rappelle. Construire un bateau? C'est censé être un bateau, ça? Bah ouais. Enfin, j'essaye. Mais pourquoi tu vas pas tout simplement chercher sur internet? Non, mais je sais faire, c'est bon. T'inquiète. Laisse-moi, tu vas voir, ça va être fantastique. Ça va être fantastique. C'est donc en cherchant comment faire un bon bateau que commence mon aventure. Et à ce moment-là, je ne me doutais pas qu'elle m'emmènerait tout droit vers le monde méconnu du patrimoine technique. Allez, on a un peu de route, c'est parti. Alors là, on est en route vers Annecy pour découvrir le projet Espérance 3. En gros, pour résumer un peu le contexte, depuis la création de la ville il y a presque 1000 ans, les bateaux se succèdent sur le lac pour transporter différentes marchandises telles que du vin, du charbon ou de la pierre. C'est d'ailleurs devenu au cours du temps un élément incontournable du commerce de la région. Mais avec le développement de l'automobile, le transport routier est devenu bien plus rapide et rentable. Et la dernière barque de transport a définitivement cessé de naviguer sur le lac en 1930, mettant fin à des siècles de tradition maritime. Mais ça, c'était sans compter sur la motivation de quelques passionnés qui en 2016 se sont donné le pari fou de construire un bateau comme à l'époque et ont créé le projet Espérance 3, en référence à l'Espérance 2, l'un des derniers bateaux de commerce ayant vogué sur le lac d'Annecy. Ils ont donc lancé un énorme chantier naval dans le but de reconstruire ce bateau à l'identique, dans le respect des traditions mais avec quelques techniques modernes, un peu pour lier le passé et l'avenir. Il y a une exposition sur le sujet à la Turbine, l'un des centres culturels d'Annecy. On va donc y aller et je pense qu'on trouvera bien quelqu'un pour nous renseigner sur comment faire un bon bateau. En visitant la turbine, j'ai rencontré Jean-Luc et Jean-François, les deux compères de l'association Espérance 3. Et je me suis dit que c'était une super occasion d'en apprendre un peu plus sur ce projet. Bonjour, donc on est ici à la Turbine qui est un centre culturel et technique. Vous êtes membre de l'association Espérance 3. Est-ce que vous pouvez me parler un peu du rapport entre ces deux structures? Alors, je vais prendre la main sur le rapport. En fait, l'association Espérance 3 reconstruit un bateau à l'identique et il se trouve que là, à Annecy, dans le Grand Annecy, il y a un lieu qui parle de technique, qui parle entre le passé et l'avenir. Et donc, c'est une rencontre assez naturelle, au-delà des hommes, parce que les hommes sont importants dans ce contexte. Et il se trouve qu'on reconstruit ce bateau sur un chantier qui est à quelques centaines de mètres. Donc, c'est un triple intérêt. Il est à la fois pratico-pratique, il est intellectuel, il nous tourne vers l'avenir et tout. Et puis c'est aussi intéressant parce que ça nous permettait de faire le lien avec les écoles du secteur, les écoles du Grand Annecy. Sur le Grand Annecy, la Turbine fait partie des endroits où il se passe beaucoup de choses sur le plan pédagogique et technique. Et donc c'était un lien assez naturel entre notre association et le lieu là. Et le projet Espérance 3, il a aussi une composante écologique très forte qui est très implantée dans les projets d'Annecy. Oui, elle est très forte et c'est presque notre chapeau. Si D'accord. on ne devait pas le résumer, mais ce qui a motivé les uns, les autres et tout, c'est justement cette dimension à la fois patrimoniale, donc le patrimoine, on en parlera, mais d'abord environnementale. Et donc en fait, il nous tourne vers entre le passé et l'avenir, parce que le lac d'Annecy est un lac assez particulier, il y a besoin de connaissances sur ce lac, et ce bateau, ce projet Espérance 3, ce sera le lien de connaissances. Et à propos du lac d'Annecy, qu'est-ce qui pour vous fait que l'Espérance 3 est différente des autres bateaux? En quoi elle doit s'adapter au fait justement de voguer sur le lac d'Annecy? Le bateau, lui, donc sur le plan pédagogique, c'est un outil d'éducation à l'environnement. Donc ça va être une de ses principales missions au niveau des enfants, mais au niveau des adultes, au niveau de toute la population, même
du tourisme local, puisqu'il va développer des moyens de propulsion, de locomotion, de développement durable. Puisque sa propulsion, c'est le vent, la voile, donc là, pas de problème. Et puis, au niveau motorisation, il sera équipé d'une motorisation électrique. Donc, seront bannies les sources carbonées. Et une dernière question, pourquoi ces formes de voile si particulières qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer? Oui, donc ce sont des voiles latines avec un mât et une antenne. Les parties obliques, c'est des antennes. Et en fait, ce plan de voilure est importé de Méditerranée, puisque le bateau est issu. En fait, on avait des bateaux comme ça qui naviguaient sur le lac Léman. Et c'est des charpentiers du lac Léman qui sont venus construire un bateau sur le lac d'Annecy. Il n'y avait pas de constructeur de bateau à Annecy de ce type-là. Et en fait, sur le lac Léman, il y a quelques siècles, il y avait des galères, on avait reconstruit des galères méditerranéennes parce qu'il y avait des liens historiques entre les Alpes et, enfin c'était pas l'Italie, mais la Sardaigne ou la Sicile. Et donc les bateaux qui avaient été construits dans les Alpes étaient sur des plans méditerranéens. Et en Méditerranée, les voiles latines sont sur tout le pourtour méditerranéen. Donc le choix des voiles latines, c'est également des voiles qui sont très adaptées aux vents changeants, puisqu'elles se montent et elles se descendent facilement, on dit gré et dégré, très facilement. Elles peuvent s'orienter dans plein de positions. Et donc, sur les lacs de montagne, on a des vents extrêmement changeants, voire pas de vent. Et là, je me suis demandé pourquoi le vent était aussi imprévisible en montagne, et comment une simple voile pouvait faire tant de différence. Et d'ailleurs, ça vient d'où le vent? Bon, pour faire simple, le vent, c'est le déplacement de l'air. Quand l'air au sol se réchauffe, il monte et vient pousser l'air déjà présent en altitude, créant un premier mouvement. De la même manière, l'air en hauteur va se refroidir au bout d'un moment et redescendre, ce qui crée un second mouvement. Ajoutez à cela deux facteurs. Tout d'abord, la rotation de la Terre, qui crée un phénomène appelé force de Coriolis, laquelle va générer des rotations de l'air dans un sens ou dans l'autre, selon dans quel hémisphère on se situe. Mais aussi le fait que la Terre ne soit pas parfaitement lisse. L'air qui circule doit donc s'adapter à la topologie du terrain qu'il rencontre, ce qui crée encore plus de mouvement. Mélangez tout ça et vous obtenez cette espèce de gloubi-boulga plutôt imprévisible qu'on appelle le vent. Pour s'y adapter, les navigateurs du monde entier ont utilisé différentes voiles qui ont évolué au cours des siècles. Tout d'abord avec la classique voile carrée qui équipait et équipe encore de nombreux bateaux de nos jours tels que les Drakkar Viking ou la célèbre Santa Maria de Christophe Colomb. Cette voile est très efficace quand on souhaite naviguer dans le sens du vent, mais a le défaut d'être très difficile à manier et donc pas forcément la candidate idéale quand on souhaite naviguer dans des milieux avec un vent assez changeant. Pour s'y adapter, les navigateurs ont donc dû suivre les grands axes du vent, tels que l'axe des alizés. Et c'est comme ça qu'ont été définies les routes commerciales de l'époque. Simplement parce qu'on ne savait pas trop faire autrement et que c'était bien plus pratique comme ça. Ensuite, pour optimiser ces routes commerciales, la voile latine est découverte puis popularisée. Elle a une particularité, c'est qu'elle est fixée en 3 points et est bien plus maniable que la voile carrée, ce qui la rend bien plus efficace pour naviguer dans des milieux où le vent est très aléatoire comme les lacs de montagne tels que le lac d'Annecy ou le lac Léman. Parce que, pour résumer, le vent en montagne, c'est toute une histoire. Il souffle bien plus fort qu'ailleurs et de manière bien moins prévisible. Pour vous expliquer pourquoi, il faut que je vous parle de l'effet Venturi. En gros, l'effet Venturi, ça dit que quand un fluide circule dans un espace défini et qu'il voit cet espace temporairement se réduire, alors la vitesse de celui-ci va temporairement augmenter. Pour prendre un cas concret, le vent en montagne. Quand le vent souffle en direction d'une montagne, il rencontre un obstacle et voit son espace pour circuler temporairement se réduire. Pour passer de l'autre côté, il n'a pas d'autre choix que de passer par-dessus la montagne, là où de l'air circule déjà. On pourrait croire que le vent va simplement stagner ici, mais en fait c'est tout le contraire. L'air va se retrouver accéléré pour conserver le même débit qu'avant. C'est ce qu'on appelle l'effet Venturi. Et c'est pour cela que l'Espérance 3 utilisera 2 voiles latines pour s'adapter le plus possible à ce vent très changeant. En fait, si on y réfléchit, l'évolution technique des voiles témoigne du savoir qu'ont accumulé les navigateurs au cours des années, autant en termes de compréhension scientifique du vent que de technique, mais aussi pour s'adapter aux différents enjeux commerciaux de l'époque. Et il existe des dizaines d'autres voiles pour des dizaines d'utilisations différentes. La voile bermudienne, Benoît, la voile t'es avec austronésienne, nous? la voile à jonque, Benoît, tu la voile m'écoutes? hautière. Ça te dirait de visiter le chantier? Il y a moyen.
Bien sûr, il est à 200 mètres d'ici, on peut y aller tout de suite et tu verras ce qui se passe là-bas. Bah c'est parti. Salut! Lui, c'est Jérôme, le chef d'équipe du chantier Espérance 3. Et si on lui demandait comment il en arrivait là, il répondrait... Pour arriver sur ce projet Espérance 3, moi j'ai commencé à 15 ans dans la charpente bâtiment, charpente couverture traditionnelle. Dès que ça a été possible, j'ai fait une reconversion professionnelle en charpente marine à 20 ans. Voilà. Entre-temps, je suis parti sur le Tour de France à 18 ans, donc j'ai eu l'occasion de travailler, de voyager, de faire un paquet de chantiers navals sur la côte, en France et à l'étranger. Et voilà, je me suis mis à mon compte en 2016 et ce projet d'Espérance 3 s'est présenté via le réseau de la formation de charpente marine, puisque le milieu est tout petit, tout le monde se connaît, on a le plaisir de se croiser, de se recroiser. Et l'opportunité de travailler sur ce projet s'est présentée. J'ai rencontré à ce moment-là toute l'équipe, Cyril, Pierre et Valentin. On est tous passés par la formation en charpente marine en Bretagne, dans plusieurs centres de formation. Et la belle atmosphère qui existe aujourd'hui, elle s'est créée à cette rencontre-là. Est-ce que vous construisez une réplique identique de l'Espérance 2 ou alors y aura-t-il des évolutions sur l'Espérance 3? Alors, on construit une réplique exacte dans les formes, dans la morphologie du bateau. Par contre, dans le choix des procédés, on diverge un petit peu de l'Espérance 2, qui était un bateau conçu pour transporter des matériaux, conçu pour travailler intensément sur une durée de vie assez courte. Aujourd'hui, l'usage est différent. On a modifié les techniques pour aller vers des techniques de bois collé plus modernes et mieux adaptées à l'usage nouveau du bateau Espérance 3. Et d'ailleurs, comment vous avez récupéré les plans de l'Espérance 2? Alors, il y a eu un gros travail de la part du maître d'œuvre, du bureau d'architecture qui nous accompagne sur du relevé sur photo, sur documents historiques. Il y a des documentations assez fournies par des historiens sur les bateaux du Léman, puisque les bateaux du lac d'Annecy sont directement inspirés des bateaux du lac Léman. On a la chance d'avoir encore des bateaux anciens naviguant sur le Léman, donc on s'est beaucoup inspiré aussi de ces bateaux qui nous ont été transmis aujourd'hui. Et repasser par la table à dessin du bureau d'architecte, repasser par la note de calcul pour valider toute la stabilité, toute la sécurité, la flottabilité du bateau. Et les plans ont été sortis de manière informatique sur des relevés anciens. Et où est-ce que vous en êtes dans la construction du bateau? À quelle étape? Eh ben, à l'heure actuelle, on est à mi-chemin de la construction. On a commencé il y a 1 an, au mois de juillet dernier. On s'attaque au revêtement extérieur du bateau, ce qu'on appelle le bordage. Toute l'ossature, toute la charpente, la cage thoracique du bateau, elle existe, elle est terminée. Toutes les pièces que vous voyez là assemblées ont été construites ici sur place et l'opération de bordage, c'est-à-dire de revêtir tout l'extérieur du bateau de planches jointives pour son étanchéité, va durer tout l'été. C'est une étape très marquante du bateau parce qu'il va prendre vraiment sa silhouette, on va prendre conscience des volumes du bateau. On en a déjà une bonne idée avec la charpente qu'on voit là, mais c'est très émouvant pour nous de voir les premières planches appliquées sur la coque, les premiers bordés. Alors, la question que tout le monde se pose, là on est dans un hangar complètement fermé. Comment vous allez sortir le bateau du hangar une fois terminé? Eh ben, quand je suis venu découvrir l'endroit, c'est la même question que j'ai posée en premier. Je dis comment on sort le bateau? Donc il est prévu d'ouvrir le mur du fond qui est derrière moi sur une largeur de 7 mètres, 7 mètres 50. Le bateau fait 6 mètres 50, il va sortir sur remorque. Donc la société de levage qui est habituée de la manutention de ce type de format est venue découvrir le bateau, découvrir l'endroit, anticiper le parcours jusqu'au lac et puis rendre possible le transport jusqu'à la mise à l'eau. Bon, honnêtement, Jérôme avait l'air d'être l'homme de la situation. Du coup, je me suis dit que c'était la personne idéale pour en apprendre encore plus et savoir enfin comment faire un bon bateau. Alors je lui ai demandé... Et pour toi, qu'est-ce qui fait un bon bateau? Ce qui va faire un bon bateau,
ça va être d'abord le choix de la matière, ça va être aussi la bonne liaison entre les pièces, mais surtout ce qui va faire un bon bateau, c'est ses formes. Si on veut un bateau avec des bonnes qualités à la mer, à l'eau, là c'est au lac, il faut qu'il soit beau. Parce qu'une belle forme harmonieuse, fluide, aux proportions esthétiques, va être fluide au déplacement dans l'eau, va avoir un bon comportement, et ça c'est très important. Ça s'applique plutôt aux bateaux de régate aujourd'hui, mais pour les bateaux de travail, c'est semblable. Il faut qu'ils soient harmonieux dans ses formes. Après, pour observer un bon bateau, il suffit d'observer les bateaux anciens qui nous sont aujourd'hui transmis. Ils ont déjà été restaurés, ils ont été construits pour une durée de vie courte, comme on le disait. Et d'autres avant nous se sont déjà posé la question si ce bateau était bon et méritait d'être restauré et sauvegardé. On peut, avec confiance, dire que ces bateaux-là sont de bons bateaux. Ok, un bon bateau, ça serait alors un beau bateau. Et l'Espérance 3, faut avouer qu'elle est plutôt pas mal. Allez, on va partir sur ce modèle. Reste plus qu'à lui donner un moteur pour qu'elle avance efficacement et on devrait être bon. Et le moteur, c'est toute une histoire et un enjeu très important pour le projet Espérance 3. Mais bon, pour bien tout comprendre, il faut revenir tout au début. Tout commence au 1er siècle quand Héron d'Alexandrie se dit qu'il est bien dommage de gâcher l'énergie produite par l'ébullition de l'eau et décide de créer une animation populaire de l'époque, l'éolipile, une sorte de mécanisme avec une boule qui tourne sur elle-même propulsée par la vapeur. Bon, on va pas se le cacher, à l'époque c'était plutôt considéré comme un jouet simplement parce que très peu puissant. Mais il a quand même été le premier à mettre en avant le potentiel de la vapeur. Et c'est uniquement 1600 ans plus tard qu'on commence à l'exploiter à une échelle plus industrielle. Tout d'abord pour créer une sorte de pompe à vide et extraire l'eau des mines inondées, puis la technique a été améliorée petit à petit d'inventeur en inventeur jusqu'à donner en 1804 la première locomotive à vapeur. C'est d'ailleurs là qu'est créée la notion de cheval-vapeur qui est encore utilisée de nos jours via les chevaux pour parler de la puissance d'une voiture. Ensuite, révolution industrielle oblige, on a cherché à utiliser une énergie avec un meilleur rendement que la vapeur. Et c'est tout naturellement que le pétrole a été le meilleur candidat. Principalement parce que bien plus efficace que la vapeur, transportable facilement et sans danger, et qu'à l'époque, la notion de pollution, de réchauffement climatique, on s'en cognait largement. Bon, je passe sur les centaines de différentes évolutions sur le moteur thermique pour en arriver directement à ce qui nous intéresse, le moteur électrique. On croit souvent qu'il a été inventé tout récemment lorsqu'une conscience écologique plus large a émergé. Mais en fait, il existe depuis presque aussi longtemps que le moteur thermique et aurait été inventé par un certain Nikola Tesla. Non. En fait, ce qui fait que le moteur électrique n'a pas fonctionné à l'époque, c'est simplement la problématique des batteries qui se déchargeaient bien trop vite pour quoi que ce soit. Et aussi le temps de chargement bien trop long pour quoi que ce soit en fait. Bref, tout ça pour dire que le moteur qu'on connaît tous n'a pas été inventé par une seule et unique personne, mais est plutôt l'évolution de milliers d'inventions différentes durant des milliers d'années. Et les moteurs électriques de l'Espérance 3 pourraient même être un jour alimentés par une pile à hydrogène. Alors, on pourrait se dire que c'est merveilleux, que tout ça, ça ne pollue pas, mais c'est bien plus complexe que ça. En réalité, c'est le processus de fabrication de l'hydrogène qui est intéressant et polluant. En gros, pour produire de l'hydrogène, il existe deux solutions. Soit on l'extrait de sources fossiles, charbon, pétrole ou gaz, c'est une solution très peu chère mais tout aussi polluante que l'utilisation de l'essence. Soit on en produit par l'électrolyse de l'eau, donc à partir d'électricité et d'eau. Solution bien plus chère mais plus respectueuse de la nature, à condition que l'électricité soit produite par des moyens responsables, sinon ça sert à rien. Après, reste à prendre en compte la notion de transport, qui lui aussi doit être fait de manière écologique, donc idéalement par des moyens électriques, et la boucle est bouclée. Bref, toujours est-il que le moteur électrique ou à hydrogène a un avantage énorme. Il est bien plus prometteur. Parce que même si la production d'hydrogène génère du dioxyde de carbone, cela se fait à l'endroit de production. Et il est bien plus facile de filtrer un gaz polluant directement dans une usine qu'au bout de chaque pot d'échappement de chaque véhicule. Du coup, même si ce n'est pas la solution idéale pour le moment, c'est celle qui à l'avenir pourrait se révéler être le plus prometteur. Et ce qui me permet de vous expliquer ça aussi facilement, c'est justement cette notion de patrimoine technique que j'évoquais au début de mon aventure. Le patrimoine technique, c'est la conservation des enjeux et des techniques qui ont mené à des découvertes, voire même à des échecs avec la cause de ceux-ci. C'est grâce à ça qu'on savait déjà quelle voile utiliser pour naviguer sur les lacs en montagne, ou qu'on a appris à canaliser la vapeur pour en faire une énergie vraiment utile. Parce que par une succession de dizaines, de centaines d'essais et d'échecs dont on a conservé et transmis la mémoire, on savait comment faire évoluer les choses. Mais c'est aussi grâce à ça que des écoles ont pu ouvrir pour apprendre à Jérôme à construire un bateau et qu'il a pu me transférer une partie de son savoir pour que j'apprenne à mon tour. Bref, je pense qu'il est temps de mettre à l'eau ce bateau.
penses pas qu'il faudrait le faire en plastique, le bateau? Puisque bon, le papier et l'eau, ça fait pas trop bon ménage. Oula, toi, tu ferais mieux d'aller voir la vidéo de Melvac sur les microplastiques. À mon avis, t'as plein de trucs à y apprendre. Et j'en profite pour vous dire que cette vidéo a été réalisée dans le cadre du projet Les Connecteurs, en partenariat avec l'AMSTI et la fondation EDF. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les informations dessus dans la description. Et je vous invite à aller voir les vidéos des autres connecteurs, donc Melvac, Professeur Chen et Qu'est-ce que tu geeks. Et en attendant la prochaine vidéo, ahoy!